Sherlock Holmes et l'homme qui écrivait sous la pluie. Un mystère original dans le style de Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1. Une convocation des plus particulières. L'automne 1894 s'était installé sur Londres, avec son mélange habituel de mélancolie et de menace. Depuis notre logement du 221B Baker Street, j'observais le brouillard jaune ramper dans les rues éclairées au gaz, telle une bête primitive, engloutissant fiacres et piétons avec la même indifférence. C'est par un soir pareil, absorbé par la lecture du dernier numéro de The Lancet, que mon ami Sherlock Holmes fut confronté pour la première fois à ce qui allait devenir l'une de ses affaires les plus déroutantes. Holmes avait passé la majeure partie de la journée dans ce qu'il appelait son laboratoire, un coin de notre salon qui ressemblait plus à l'antre d'un alchimiste qu'à un espace de travail scientifique respectable. Des cornues en verre bouillonnaient de composés mystérieux, tandis que l'odeur âcre de divers produits chimiques avait depuis longtemps poussé Madame Hudson à laisser nos fenêtres constamment entrebâillées, malgré le froid d'octobre. « Watson », annonça soudain Holmes en posant un appareil particulier qui semblait impliquer des miroirs et des prismes. « Que penseriez-vous d'un homme qui pourrait écrire lisiblement sur du verre en utilisant uniquement de l'eau de pluie ?» Je levai les yeux de mon journal médical, désormais habitué aux observations apparemment aléatoires de Holmes. « Je pense que c'est tout à fait impossible, à moins que le verre ne soit recouvert d'une substance réagissant à l'humidité. »« Exactement !» s'exclama Holmes, ses yeux gris s'illuminant d'une lueur familière d'excitation intellectuelle. « Pourtant, j'ai ici la preuve que de telles écritures ont été réalisées, et ce à plusieurs reprises, sans la moindre trace de revêtement réactif. » Avant que je puisse le presser de me donner plus de détails, le pas lourd de Madame Hudson dans l'escalier annonça une visite. Elle frappa à la porte et entra immédiatement. Une rupture de protocole qui témoignait d'une certaine urgence. « Je vous demande pardon, monsieur Holmes, » dit-elle, légèrement essoufflée, « mais il y a un monsieur en bas qui insiste pour vous voir immédiatement. Il est dans un état lamentable, monsieur, et il n'arrête pas de marmonner des messages des morts. » Holmes haussa les sourcils avec intérêt. « Faites-lui entrer, Madame Hudson, et peut-être pourriez-vous apporter du thé. Je pense que nous en aurons besoin. » L'homme qui apparut sur le seuil était l'image même de la détresse respectable. Il avait peut-être 50 ans, les cheveux clairsemés et la pâleur de quelqu'un qui passe ses journées dans des bureaux éclairés au gaz plutôt qu'à la belle étoile. Ses vêtements, bien que bien coupés, portaient les plis et les taches d'un homme qui s'était habillé à la hâte et sans soin. Le plus frappant étaient ses mains, qui tremblaient visiblement tandis qu'il serrait un portefeuille en cuir contre sa poitrine. « Monsieur Holmes ?» demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis Charles Pemberton, clerc principal chez Pemberton, Aldrich & Sons, notaires à Lincoln's Inn Fields. Je ne sais pas par où commencer. » Holmes fit un geste vers la chaise en face de la sienne. « Le début est généralement considéré comme le plus efficace, monsieur Pemberton. Mais d'abord, permettez-moi de vous signaler que vous êtes récemment revenu du Yorkshire, plus précisément des Landes près de Whitby. Vous voyagez fréquemment en train, vous êtes gaucher, et la semaine dernière, vous avez reçu des nouvelles extrêmement pénibles concernant un parent décédé. » Monsieur Pemberton resta bouche bée, et le portefeuille glissa de ses doigts, soudain apathique. « Mon Dieu, comment pouvez-vous savoir de telles choses ?»« Observation élémentaire, » répondit Holmes avec un léger sourire. « L'argile particulière de vos bottes ne se trouve que dans cette région du Yorkshire, et l'usure de vos gants indique que vous avez souvent saisi les poignées des compartiments de train. Votre main gauche présente les taches d'encre caractéristiques d'un gaucher qui écrit beaucoup, et le crêpe noir de votre revers, bien que petit, est assez récent, signe d'un deuil récent. Les rides d'inquiétude qui entourent vos yeux suggèrent que ce décès était inattendu et vous a laissé avec une vive inquiétude. »« Remarquable, » souffla Pemberton en récupérant son portefeuille tombé d'une main tremblante. « Vous avez tout à fait raison sur tous les points. C'est mon oncle, Silas Pemberton, qui est décédé il y a 15 jours dans sa propriété près de Whitby. Mais, monsieur Holmes,
Ce n'est pas sa mort qui me trouble tant, c'est ce qui s'est passé depuis. » Holmes se pencha en avant sur sa chaise, les doigts croisés devant lui. « Veuillez continuer, monsieur Pemberton. Watson et moi sommes à votre entière disposition. » L'avocat ouvrit son portefeuille et en sortit une série de papiers qu'il étala soigneusement sur le bureau de Holmes. Parmi eux, je pus distinguer ce qui semblait être des documents juridiques, plusieurs photographies et, plus curieux encore, une série de plaques de verre qui semblaient porter des inscriptions. « Mon oncle était un homme aux habitudes excentriques, » commença Pemberton, sa voix devenant plus ferme à mesure qu'il s'échauffait. « Il vivait seul à Ravenscroft Hall, un tas plutôt lugubre qui appartient à notre famille depuis 3 générations. C'était un érudit en langues anciennes, et il passait son temps à traduire des textes obscurs. Nous n'étions pas proches, d'ailleurs, je ne l'avais pas vu depuis plusieurs années avant sa mort. »« Et quelle est la nature de sa mort ?» demanda Holmes. « Des causes naturelles, selon le docteur Blackwood, le médecin local. Oncle Silas a été trouvé dans son bureau un matin par sa gouvernante, Madame Whitmore. Il avait apparemment été victime d'une crise d'épilepsie pendant la nuit alors qu'il travaillait à son bureau. Il n'y avait rien de suspect, du moins en apparence. » Pemberton s'arrêta pour accepter la tasse de thé que Madame Hudson lui avait discrètement servie, et je remarquai que ses mains s'étaient quelque peu stabilisées. « Les ennuis ont commencé 3 jours après les funérailles, » a-t-il poursuivi. Madame Whitmore, restée à la salle pour superviser sa fermeture, a fait savoir qu'elle avait découvert quelque chose de très inquiétant. Elle prétendait que des messages apparaissaient sur les fenêtres du bureau de mon oncle, des messages qui n'y étaient pas auparavant. Les yeux de Holmes se plissèrent d'intérêt. « Quel genre de messages ?»« Des avertissements, monsieur Holmes, des menaces. Et tout cela écrit sur la vitre dans ce qui semblait être de l'eau qui apparaissait à l'aube et disparaissait à midi, pour revenir le lendemain matin. » L'avocat a choisi une plaque de verre dans ses papiers et l'a approchée du bec de gaz. À sa surface, j'ai pu distinguer de faibles inscriptions qui auraient pu être des lettres, bien que leur signification fût obscure. « Je me suis immédiatement rendu dans le Yorkshire, » poursuivit Pemberton, pensant que Madame Whitmore était sous le coup de la nervosité. « Mais, monsieur Holmes, j'ai vu ces messages de mes propres yeux. Chaque matin, au lever du soleil, et à mesure que l'humidité se condensait sur les vitres, des mots se formaient comme écrits par une main invisible. Toujours le même message. La vérité doit être dite, la justice l'exige. » Holmes prit la plaque de verre et l'examina attentivement à la loupe. « Fascinant. Et vous dites que cela n'arrive qu'à l'aube ? » ?»« Sans faute depuis 10 jours. La police locale est perplexe, et le docteur Blackwood parle de manifestations surnaturelles. Mais, monsieur Holmes, je suis un homme de loi et de raison. Je ne peux accepter de telles explications, et pourtant je ne trouve aucune cause terrestre à ces phénomènes. Avez-vous une idée de la vérité à laquelle ces mystérieux messages pourraient vous faire référence ? Demandai-je. Pemberton secoua lentement la tête. C'est peut-être l'aspect le plus troublant de tout, docteur Watson. Mon oncle vivait tranquillement et restait discret. Il n'avait aucun ennemi connu, aucun secret sombre à ma connaissance. Sa succession est modeste, son testament clair. Rien dans sa vie ne semblait justifier de telles visites. Holmes posa la plaque de verre et se laissa aller dans son fauteuil, les doigts toujours pensifs. « Monsieur Pemberton, je suis particulièrement intrigué par l'affaire de votre oncle. Ces messages, s'ils sont authentiques, représentent soit un phénomène naturel totalement nouveau, soit une supercherie des plus ingénieuses. Ces 2 possibilités méritent d'être étudiées. »« Alors tu vas m'aider ?» demanda Pemberton, une lueur d'espoir dansant dans ses yeux lasses. « Bien sûr, » répondit Holmes en se levant de sa chaise avec cette énergie soudaine qui marquait le début d'une nouvelle affaire. « Watson et moi vous accompagnerons dans le Yorkshire demain. Je vous suggère de télégraphier à Madame Whitmore pour lui dire de nous attendre à notre arrivée et de faire en sorte que nous ayons accès au bureau de votre oncle à l'aube. » Alors que notre visiteur rassemblait ses papiers et s'apprêtait à partir, Holmes le retint avec une dernière question. « Monsieur Pemberton, vous avez mentionné que votre oncle était un spécialiste des langues anciennes. Savez-vous par hasard de quelle langue il parle précisément ? » « Oh oui, » répondit Pemberton.
Du latin, du grec, du sanskrit et, plus récemment, il travaillait sur une forme d'écriture celtique ancienne. Il prétendait avoir fait une découverte importante concernant les inscriptions britanniques pré-romaines, bien qu'il soit resté très discret sur les détails. Après le départ de Pemberton, Holmes resta à la fenêtre, scrutant la rue enveloppée de brouillard. « Eh bien, Watson, dit-il enfin, que pensez-vous de notre mystérieux correspondant qui écrit sous la pluie ?»« Il me semble, répondis-je prudemment, que nous avons affaire soit à une fraude astucieuse destinée à effrayer Madame Whitmore et M. Pemberton, soit à quelque chose de bien plus extraordinaire. » Holmes se détourna de la fenêtre avec un sourire sardonique. « Mon cher ami, d'après mon expérience, l'extraordinaire se révèle généralement n'être rien d'autre que l'ordinaire vu sous un angle inhabituel. Mais j'avoue que ce cas présente plusieurs caractéristiques qui piquent ma curiosité. La chronologie précise des phénomènes, les conditions atmosphériques particulières requises, et, plus intrigant encore, le lien avec les langues et écritures anciennes. Vous soupçonnez un lien entre les travaux universitaires de l'oncle et ces manifestations ? Je ne soupçonne encore rien, Watson, mais j'observe tout, et je constate que M. Pemberton, malgré sa détresse évidente, ne nous a pas tout dit sur les activités récentes de son oncle. Alors que je me préparais à aller me coucher ce soir-là, je me suis demandé quel mystère nous attendait dans les landes du Yorkshire. J'étais loin de me douter que l'affaire de l'homme qui écrivait sous la pluie allait mettre à l'épreuve les remarquables capacités de déduction de Holmes et nous plonger dans l'une des énigmes les plus sombres et les plus complexes de notre longue association. Le brouillard continuait de tourbillonner devant nos fenêtres, tandis que Londres s'installait dans un sommeil agité, tandis que quelque part au nord, une maison vide attendait avec ses messages impossibles et ses secrets encore inconnus. Chapitre 2. Le voyage vers le nord. Le train du matin pour le Yorkshire nous transportait à travers la campagne, émergeant peu à peu de l'étreinte de l'automne pour laisser place au premier souffle rigoureux de l'hiver. Holmes gardait un silence inhabituel depuis son départ de King's Cross, sa silhouette élancée collée à la fenêtre de notre compartiment de première classe, observant le paysage défiler avec cette intensité particulière qu'il réservait au premier pas d'une nouvelle enquête. J'avais emporté plusieurs revues médicales pour le voyage, mais mon attention fut constamment attirée par l'humeur contemplative de mon compagnon. Ce n'est qu'après avoir traversé Peterborough que Holmes prit enfin la parole. « Watson, dit-il en se détournant de la fenêtre, que sais-tu des propriétés de diverses compositions de verre dans des conditions de changement rapide de température ? Très peu, j'en ai bien peur, ai-je admis. Hormis le fait évident qu'un réchauffement ou un refroidissement soudain peut provoquer des fissures dans le verre. Tout à fait, mais il existe aussi des effets plus subtils. Certains types de verre, notamment ceux contenant des oxydes métalliques, peuvent présenter des caractéristiques très intéressantes lorsqu'ils sont soumis à des conditions atmosphériques précises. Holmes sortit son carnet et commença à esquisser ce qui semblait être des diagrammes moléculaires. Considérez par exemple le comportement du chlorure d'argent en suspension dans une matrice de verre lorsqu'il est exposé à l'humidité et à des longueurs d'onde lumineuses spécifiques. J'avoue que le discours scientifique de Holmes dépassait souvent ma compréhension, mais j'avais appris à écouter attentivement, car ses observations apparemment abstraites s'avéraient souvent cruciales pour ses déductions. Suggérez-vous, ai-je osé, que les messages mystérieux de M. Pemberton pourraient être le résultat d'une propriété chimique du verre lui-même ? Je ne suggère rien pour l'instant, répondit Holmes avec un léger sourire. J'explore simplement les possibilités. Cependant, je trouve curieux qu'un spécialiste des langues anciennes meure si opportunément juste avant l'apparition d'avertissements surnaturels. Ce moment me paraît étonnamment fortuit. Notre train arriva à York vers midi, où nous fûmes obligés de changer pour le train local à destination de Whitby. En attendant sur le quai, Holmes acheta un exemplaire du Yorkshire Post et en parcourut les pages avec sa minutie habituelle. « Ah !» murmura-t-il après quelques minutes, « très éclairant. »« Qu'as-tu trouvé ?» demandai-je. Holmes plia le journal et me le tendit, me montrant un petit article enfoui parmi les journaux locaux. Il s'agissait d'une brève annonce annonçant la récente acquisition par le British Museum de ce qui était décrit comme
Une collection d'objets celtiques pré-romains importants, dont plusieurs tablettes de pierre portant des inscriptions jusqu'alors inconnues. La collection, précisait l'article, avait été offerte par un érudit privé de la côte du Yorkshire qui souhaite garder l'anonymat. Est-ce que cela pourrait avoir un lien avec l'œuvre de Silas Pemberton ? Ai-je demandé. Cela semble hautement probable, répondit Holmes alors que notre train entrait en gare. Et si c'est le cas, cela soulève la question intrigante. Pourquoi un homme a-t-il fait don de précieuses découvertes archéologiques au British Museum peu avant sa mort, tout en gardant un tel secret sur sa découverte? Le voyage de York à Whitby nous a fait traverser une région de plus en plus sauvage et désolée. Les landes s'étendaient à perte de vue de chaque côté de la voie ferrée, leurs étendues brunes n'étant interrompues que par quelques murets de pierre ou quelques troupeaux de moutons. À mesure que l'après-midi s'écoulait, une fine brume commença à s'élever du sol, conférant au paysage un aspect surnaturel. On peut bien comprendre, observai-je, comment un tel pays peut donner lieu à des récits surnaturels. Holmes hocha la tête distraitement, mais je pouvais voir que son esprit était occupé par des choses plus importantes que l'atmosphère romantique des landes du Yorkshire. Nous arrivâmes à Whitby alors que les dernières lueurs du jour déclinaient à l'ouest. L'ancienne ville portuaire se blottissait autour de son port, telle une collection de manuscrits médiévaux reliés de pierre et de bois, dominée par les ruines squelettiques de l'abbaye sur la falaise orientale. Monsieur Pemberton nous attendait à la gare, accompagné d'une solide calèche tirée par une jument à l'air sûr. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis reconnaissant de votre présence, a-t-il dit tandis que nous chargions nos bagages. La situation est devenue, pour le moins, encore plus inquiétante depuis hier. De quelle manière ? Demanda Holmes sèchement. Les messages sont devenus plus longs et plus précis, répondit Pemberton en poussant le cheval à avancer dans les rues pavées. Le message de ce matin incluait ce qui semblait être une date. Le 15 octobre. C'est demain, ai-je observé. Exactement, docteur Watson, et Madame Whitmore est convaincue que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Elle a parlé de quitter la salle. Notre itinéraire nous a conduits hors de la ville et vers les landes, où la brume s'était considérablement épaissie. Les lanternes du piège projetaient de faibles cercles de lumière qui semblaient être engloutis par l'obscurité ambiante après seulement quelques mètres. Ce voyage aurait été inquiétant dans le meilleur des cas, mais avec le poids de l'étrange récit de M. Pemberton sur nos esprits, il prenait un aspect presque sinistre. « Dites-moi, » dit soudain Holmes, « que savez-vous de la relation de votre oncle avec le British Museum ?» Pemberton sursauta légèrement à la question. « Le British Museum ? Très peu, j'en ai peur. Pourquoi posez-vous cette question ? » Je suis simplement curieux de connaître ses relations avec les universitaires. Correspondait-il avec d'autres archéologues ou historiens ? Pas à ma connaissance, répondit Pemberton, même si je percevais une pointe d'incertitude dans sa voix. Comme je l'ai dit, oncle Silas était assez secret sur son travail ces dernières années. Ravenscroft Hall se détachait de la brume comme un roman gothique. C'était une vaste structure de pierre sombre, construite dans le style élisabétain, avec de nombreux pignons et cheminées qui semblaient s'accrocher aux nuages bas. La lumière brillait à plusieurs fenêtres, créant l'impression d'yeux attentifs dans l'obscurité. Madame Whitmore se révéla être une femme d'une 60aine d'années, au teint buriné, habituée à la rudesse de la vie à la campagne. Son attitude était nerveuse mais déterminée, et elle accueillit notre arrivée avec un soulagement évident. « Dieu merci, vous êtes venus, messieurs, » dit-elle en nous conduisant dans l'immense salle d'entrée. « Je suis folle d'inquiétude depuis la parution du message de ce matin. »« Tu l'as vu toi-même » demanda Holmes. « En effet, monsieur, clair comme le jour, ou plutôt clair comme l'aube, car c'est toujours à ce moment-là qu'ils apparaissent. Et ce ne sont plus que des mots, monsieur Holmes. Il y avait aussi des symboles, d'étranges marques comme je n'en ai jamais vu. » Holmes échangea un regard significatif avec moi. « Ces symboles, pourriez-vous les reproduire ?» Madame Whitmore secoua la tête en signe d'excuse. « J'ai bien peur que non, monsieur. Elles ont disparu comme toutes les autres au lever du soleil. Mais elles semblaient anciennes.
si vous voyez ce que je veux dire, comme quelque chose qu'on pourrait voir gravé sur une de ces vieilles pierres dans la lande. Après nous être installés dans nos chambres et avoir pris un léger dîner, Holmes insista pour examiner immédiatement le bureau de Silas Pemberton. Madame Whitmore nous conduisit dans un couloir bordé de portraits d'ancêtres, au visage sévère, jusqu'à une lourde porte en chêne, à l'extrémité du hall. Le bureau était une pièce remarquable, dont les murs étaient tapissés du sol au plafond, de livres en plusieurs langues. Des textes anciens partageaient les étagères avec des revues archéologiques modernes, tandis que des vitrines contenaient des fragments de poterie, des pierres sculptées et divers objets témoignant d'une vie de recherche. Mais c'est la grande fenêtre orientée à l'est qui retint immédiatement notre attention. C'est ici que les messages apparaissent, expliqua Madame Whitmore en désignant la fenêtre à plusieurs carreaux, toujours sur ces trois. Carreaux centraux, jamais ailleurs. Holmes examina attentivement la fenêtre à la loupe, prêtant une attention particulière à la tige de plomb qui maintenait les panneaux de verre en place. « Intéressant, murmura-t-il. Watson, observe la composition de ces vitres. Elles semblent bien plus anciennes que le verre qui les entoure. En effet, en y regardant de plus près, j'ai pu constater que 3 des panneaux de la fenêtre avaient une teinte et une texture légèrement différentes des autres, comme s'ils avaient été récupérés d'une structure antérieure. « Madame Whitmore, continua Holmes, depuis combien de temps ces vitres sont-elles en place ? » « Oh, ils sont là depuis aussi longtemps que je me souvienne, monsieur. Monsieur Silas a mentionné un jour qu'il provenait de la chapelle médiévale d'origine qui se dressait à cet endroit il y a des siècles. Il en était très fier, disant qu'il comptait parmi les plus beaux exemples de verrerie ancienne du Yorkshire. Holmes se redressa, l'air pensif. « Et les messages n'apparaissent que sur ces vitres médiévales ? » ?»« Sans exception, monsieur. »« Très éclairant. » Holmes s'approcha pour examiner le bureau de Silas Pemberton, qui était resté exactement tel qu'il avait été découvert le matin de sa mort. Des papiers y étaient éparpillés, et une loupe ornée était posée à côté d'un livre ouvert, écrit en ce qui semblait être du latin. « À quoi travaillait votre oncle pendant ces derniers jours ?» demanda Holmes à notre hôte. Charles Pemberton nous a rejoints au bureau, examinant avec incertitude les documents éparpillés. Je crains de ne pas pouvoir en saisir la majeure partie. On y trouve des traductions de textes latins, des croquis d'inscriptions runiques et de nombreuses références à ce qu'on appelle les prophéties brigantines. « Ah !» dit doucement Holmes, ses yeux gris brillant d'intérêt. « Les prophéties brigantines. Fascinantes. Tu les connais ?» demandai-je. « J'ai rencontré des références dans mes études d'histoire criminelle, Watson. » Les Brigantins étaient une tribu celtique qui occupait une grande partie du nord de l'Angleterre avant la conquête romaine. Selon certaines sources médiévales, ils possédaient un recueil de textes prophétiques gravés dans la pierre, des textes censés prédire le sort de ceux qui profaneraient leur site sacré. Madame Whitmore laissa échapper un petit hoquet. « Vous ne pensez pas, monsieur Holmes, que monsieur Silas a dérangé quelque chose qu'il n'aurait pas dû ? » « Je suppose que rien pour l'instant, » répondit Holmes avec diplomatie. « Mais j'avoue que la convergence d'anciennes prophéties celtiques, de mystérieux messages sur du verre médiéval et de la mort soudaine d'un érudit constitue une énigme des plus intrigantes. » La soirée avançant, Holmes continua d'examiner le bureau tandis que j'essayais de déchiffrer les notes de Silas Pemberton. L'écriture du vieil érudit était rudimentaire et difficile à déchiffrer. Mais peu à peu, je commençais à discerner des références à des sites archéologiques dans les landes environnantes, des descriptions détaillées de pierres sculptées et des mentions répétées de ce qu'il appelait « l'avertissement du gardien ». Il était presque minuit lorsque Holmes se déclara enfin satisfait de son enquête préliminaire. « Eh bien, messieurs, » annonça-t-il en fermant son carnet d'un claquement de doigts. Nous avons beaucoup appris ce soir, mais peut-être pas autant que notre mystérieux correspondant l'espérait. « Que veux-tu dire ?» demanda Charles Pemberton. « Tout simplement, l'aube de demain sera des plus instructives, » répondit Holmes avec ce sourire énigmatique que je connaissais si bien. « Je suggère que nous nous couchions tout tôt, car j'ai l'intention d'être à cette fenêtre bien avant le lever du soleil pour observer les phénomènes qui pourraient se produire. »
Alors que je me préparais à me coucher dans la chambre d'amis que Madame Whitmore m'avait assignée, je me demandais ce que la matinée me réservait. Holmes avait manifestement formulé quelques hypothèses préliminaires sur l'affaire, mais comme à son habitude, il gardait ses propres dépositions jusqu'à ce qu'il soit certain des faits. De l'autre côté de ma fenêtre, la brume continuait de tourbillonner sur la lande, et quelque part au loin, j'entendais le cri lugubre d'un oiseau de nuit. Ce son semblait faire écho à la solitude et au mystère de Ravenscroft Hall, où le ver ancien renfermait des secrets qui seraient bientôt révélés à la pâle lumière de l'aube. Chapitre 3. L'écriture sur le verre. Je fus réveillé avant 5 heures par un bruit de mouvement dans le couloir devant ma chambre. Enfilant ma robe de chambre, je trouvai Holmes déjà habillé, examinant les fenêtres du couloir avec sa loupe à la lueur d'une petite lanterne. « Ah, Watson, dit-il doucement, tu arrives juste à temps. Les conditions atmosphériques sont parfaites ce matin. Brume épaisse, vent faible, et l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur devrait atteindre son maximum juste au moment où le soleil pointe sur les landes. » Nous nous dirigeâmes silencieusement vers le bureau de Silas Pemberton, où Holmes avait déjà placé 2 chaises face à la mystérieuse fenêtre. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une unique bougie placée loin de la vitre, et le silence n'était rompu que par le tic-tac régulier d'une vieille horloge de parquet dans un coin. « Qu'attendons-nous exactement » murmurai-je. « Patience, mon cher. Si notre correspondant maintient son horaire habituel, nous n'aurons pas à attendre longtemps. » Comme interpellé par les paroles de Holmes, les premières lueurs de l'aube percèrent la brume qui enveloppait les landes, et tandis que le ciel s'éclaircissait peu à peu, j'assistais à l'un des phénomènes les plus extraordinaires de ma longue collaboration avec Sherlock Holmes. Tout commença par une condensation à peine perceptible sur les 3 vitres médiévales, semblable à celle que l'on observe par un matin froid. Mais à mesure que l'humidité s'accumulait, elle ne forma pas les motifs aléatoires auxquels on s'attendrait. Au contraire, avec une précision défiant toute explication naturelle, les gouttelettes commencèrent à s'organiser en formes distinctes, lettres, mots, et enfin phrases complètes écrites dans une écriture fluide qui semblait jaillir de l'air. « Bon Dieu !» soufflai-je en me penchant en avant sur ma chaise. « En effet, » murmura Holmes, sa voix ne trahissant en rien mon étonnement. « Très ingénieux. Le message qui nous était présenté était plus long et plus détaillé que ce que M. Pemberton nous avait décrit. En élégantes lettres cursives formées par condensation, on pouvait lire « La vérité sur la pierre de Briga doit être révélée. La justice exige réparation pour la mort du gardien. La cupidité de l'érudit a entraîné le malheur des anciens gardiens. Le 15e jour, à la nuit noire, le prix devra être payé intégralement. » Sous ce terrible avertissement, tel que Madame Whitmore l'avait décrit, apparaissait une série de symboles qui ne ressemblaient à aucun alphabet que je connaissais. Ils semblaient se tordre et se déplacer dans la lumière incertaine, créant une impression de malveillance ancestrale qui me mettait profondément mal à l'aise. « Holmes, » murmurai-je avec urgence, « est-ce que tu enregistres ça ?» Mon ami prenait effectivement des notes rapides dans son carnet, son regard perçant passant de la vitre à son écriture avec une efficacité remarquable. Chaque mot, Watson. Et surtout, j'observe le mécanisme précis par lequel ces lettres se forment. Pendant une dizaine de minutes, le message resta clairement visible sur la vitre. Puis, à mesure que le soleil montait et que ses rayons frappaient directement la vitre, l'humidité commença à s'évaporer et l'écriture surnaturelle disparut aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Holmes resta immobile plusieurs minutes encore, fixant intensément la vitre désormais transparente. Finalement, il se leva et s'approcha de la fenêtre, l'examinant une fois de plus à la loupe. « Remarquable, » dit-il enfin. « Watson, qu'as-tu observé dans la formation de ces lettres ? » « Il semble se condenser naturellement à cause de l'humidité de l'air, » répondis-je. « J'avoue toutefois ne pas pouvoir expliquer pourquoi il forme des motifs aussi spécifiques. » « Exactement. Et avez-vous remarqué quelque chose sur la façon dont l'humidité se comportait sur ces vitres particulières par rapport au verre environnant ? »
J'ai réfléchi avant de répondre. La condensation semblait se former plus facilement sur les vitres, médiévales, et persister plus longtemps avant de s'évaporer. Excellente observation. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel comportement? Avant que je puisse formuler une réponse, nous avons été interrompus par l'arrivée de Charles Pemberton, qui s'était visiblement habillé à la hâte en entendant des voix dans le bureau de son oncle. « Est-il réapparu » demanda-t-il anxieusement. « Le message ?»« En effet, » répondit Holmes en consultant ses notes, « et cela s'est avéré très éclairant. Dites-moi, monsieur Pemberton, que savez-vous de ce qu'on appelle la pierre de Briga ?» Notre hôte fronça les sourcils, concentré. « Je crois que l'oncle Silas l'a mentionné en passant lors de notre dernière correspondance. C'était une sorte de monument celtique qu'il avait découvert dans la lande. Mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait simplement d'une curiosité archéologique. » « Simplement ?» Holmes haussa un sourcil. « Je pense que nous découvrirons peut-être que la pierre de Briga était bien plus importante que votre oncle ne le laissait entendre. Mais d'abord, je crois qu'une visite au docteur Blackwood s'impose. J'aimerais entendre son récit des derniers jours de votre oncle. » Madame Whitmore nous a indiqué la direction de la résidence du médecin à Whitby, et après un petit déjeuner rapide, Holmes et moi avons traversé les landes. La brume commençait à se lever, révélant un paysage d'une beauté surprenante malgré son austérité. D'anciens murs de pierre divisaient la lande en parcelles irrégulières, et çà et là nous apercevions les vestiges érodés d'établissements préhistoriques et de tumulus. « Holmes, dis-je alors que notre voiture serpentait le long de la route étroite, vous ne croyez sûrement pas qu'il y a quelque chose de surnaturel dans ces messages ? » « Mon cher Watson, » répondit-il avec amusement, « vous connaissez mes méthodes. Je n'accepte jamais les explications surnaturelles lorsque les plus naturelles suffisent. Mais j'avoue que ce phénomène particulier pose des défis uniques à l'analyse rationnelle. Alors, vous avez formulé une théorie ? Plusieurs théories, en fait. Mais je préfère rassembler davantage de preuves avant de m'engager sur une explication particulière. Le docteur Blackwood s'est révélé être un homme du même âge que Holmes, doté de l'intelligence vive et des manières prudentes que l'on attend d'un médecin de campagne. Son cabinet était situé dans une élégante maison de pierre surplombant l'ancien port de Whitby, et il nous a reçus avec la courtoisie due à ses confrères. « J'ai lu vos travaux dans des revues médicales, docteur Watson, » dit-il en nous installant dans son cabinet. « C'est un honneur de vous rencontrer, et bien sûr le grand monsieur Holmes aussi. » Holmes écarta les politesses avec son impatience habituelle. « Docteur Blackwood, nous enquêtons sur les circonstances du décès de Silas. » « Pemberton, j'ai cru comprendre que vous l'aviez soigné lors de ces derniers jours. Si l'on peut appeler cela une maladie, » répondit Blackwood pensivement. « Monsieur Pemberton était apparemment en parfaite santé la dernière fois que je l'ai vu, moins de 3 jours avant sa mort. Il m'avait consulté pour une légère coupure à la main, rien de plus grave qu'une égratignure due à la manipulation de pierres brutes. Mais lorsque Madame Whitmore m'a appelé le matin même de sa découverte, j'ai découvert un homme qui avait manifestement subi une crise cérébrale massive. « Y a-t-il quelque chose dans cette scène qui vous a semblé inhabituel ?» demanda Holmes. Le docteur Blackwood hésita avant de répondre. « Eh bien, il y avait un détail curieux. En examinant le corps, j'ai trouvé des traces d'une substance inhabituelle sous ses ongles, une poudre argentée que je n'ai pas pu identifier. » Holmes se pencha en avant, visiblement intéressé. « Avez-vous conservé un échantillon de cette poudre ? » J'ai bien peur que non. À l'époque, cela semblait être une simple découverte fortuite, mais maintenant que ces étranges messages commencent à apparaître, je me demande si la mort de Silas Pemberton n'était pas plus complexe qu'il n'y paraît. Quel était l'état d'esprit de M. Pemberton durant ces dernières semaines ? Ai-je demandé. Semblait-il anxieux ou préoccupé par quelque chose ? Bien au contraire, répondit Blackwood. Il semblait particulièrement enthousiaste, presque euphorique, pourrait-on dire. Il parlait à plusieurs reprises d'une grande découverte qui bouleverserait tout ce que nous savons sur la Bretagne antique. Mais il était très discret sur les détails. Holmes et moi avons échangé un regard. « Docteur Blackwood, » dit Holmes prudemment, « selon votre avis professionnel, la mort de M. Pemberton aurait-elle pu être due à autre chose qu'à des causes naturelles ?» Le médecin réfléchit longuement à cette question.
compte tenu des éléments dont je disposais à l'époque, je ne voyais aucune raison de soupçonner un acte criminel. Mais je dois admettre que l'apparition de ces mystérieux messages m'a fait reconsidérer ma décision. Si Silas Pemberton avait effectivement fait une découverte archéologique importante, il est possible que d'autres aient eu des raisons de l'empêcher de la révéler. Alors que nous nous apprêtions à partir, le docteur Blackwood nous a indiqué la zone de lande où Silas Pemberton menait ses fouilles. Vous trouverez son site principal à environ 5 km au nord-est de Ravenscroft Hall, a-t-il expliqué. Cherchez un groupe de menhirs près d'une ancienne cabane de berger. Monsieur Pemberton y travaillait presque quotidiennement depuis un mois. Le chemin du retour vers la salle nous fit traverser l'un des paysages les plus désolés que j'ai jamais vus. Les landes s'étendaient à perte de vue, seulement entrecoupées de quelques affleurements de pierres érodées ou des ruines d'une ancienne colonie. Ce paysage semblait appartenir davantage à un passé lointain qu'à notre époque moderne de vapeur et d'électricité. « Holmes, dis-je alors que nous approchions du hall, que pensez-vous de cette poudre argentée dont le docteur Blackwood a parlé? Très suggestif, Watson. Combiné au comportement de la condensation sur ces vitres médiévales, cela commence à former un motif. Peut-être pas celui que notre mystérieux correspondant avait imaginé. Cet après-midi-là, Holmes insista pour visiter le site de fouille de Silas Pemberton. Nous le trouvâmes assez facilement, suivant les indications du docteur Blackwood, jusqu'à une petite vallée abritée par de basses collines. Les menhirs dont il avait parlé se révélèrent impressionnants. 3 monolithes massifs disposés en triangle, leur surface gravée des mêmes symboles celtiques que ceux que nous avions vus dans le message du matin. Holmes examina le site avec sa minutie habituelle, accordant une attention particulière à une dépression rectangulaire creusée dans le sol, au centre du triangle de pierre. « C'est ici qu'il a été enterré », annonça-t-il après plusieurs minutes d'étude attentive. « Qu'est-ce qui a été enterré ?» demandai-je. « La tablette de pierre que Silas Pemberton a donnée au British Museum, celle mentionnée dans le journal d'hier. Observez les dimensions de cette fouille, Watson. Elles correspondent exactement à ce qu'on attendrait d'une grande inscription en pierre. » Tandis que Holmes poursuivait son examen du site, je me suis retrouvé à étudier les menhirs eux-mêmes. Les gravures à leur surface étaient remarquablement bien conservées, représentant ce qui semblait être des figures humaines, engagées dans une activité rituelle. Un panneau en particulier a retenu mon attention. Il représentait un personnage en robe tenant ce qui ressemblait à un grand livre ou à une tablette, tandis que d'autres personnages étaient agenouillés, semblant supplier. « Holmes, ai-je appelé, vous devriez voir cette sculpture. » Mon ami m'a rejoint près de la pierre, et j'ai vu son expression changer tandis qu'il examinait l'œuvre d'art ancienne. « Fascinant, murmura-t-il. Cela semble représenter la présentation d'un texte sacré ou d'une prophétie. Et observez cette figure ici, celle qui reçoit la tablette. Remarquez-vous quelque chose de familier dans ses vêtements? J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé que la figure sculptée portait ce qui semblait être la robe d'un moine chrétien. Mais cela est sûrement antérieur au christianisme en Grande-Bretagne. Pas nécessairement, Watson. Ces pierres pourraient avoir été regravées au Moyen Âge pour refléter l'intégration des traditions celtiques et chrétiennes. Mais surtout, elles suggèrent que ce que Silas Pemberton a découvert ici était considéré comme sacré par les anciens habitants de la région. À l'approche du soir, nous sommes retournés à Ravenscroft Hall et avons trouvé Charles Pemberton dans un état d'agitation considérable. « Dieu merci, vous êtes de retour », nous a-t-il dit en nous accueillant à la porte. « J'ai reçu un télégramme des plus inquiétants de Londres. » Il tendit à Holmes un bout de papier jaune que mon ami lut avec un intérêt croissant. « Très éclairant », murmura Holmes en me tendant le télégramme. Le message était bref mais alarmant. Une tablette celtique a été volée au British Museum la nuit dernière. Les gardes ont été retrouvés inconscients. La police est déconcertée. Signé Mycroft Holmes. « Ton frère ?» demandai-je. « En effet. Il semble que notre affaire ait acquis une complexité supplémentaire. Quelqu'un était suffisamment intéressé par la découverte de Silas Pemberton pour risquer de s'introduire dans l'une des institutions les plus sécurisées de Londres. »
Alors que nous étions réunis dans le salon du hall pour discuter de ces événements, Madame Whitmore s'est approchée avec une réticence évidente. « Je vous prie de m'excuser, messieurs, » a-t-elle dit, « mais je dois aborder un point qui me préoccupe. » Holmes lui fit signe de continuer. « C'est à propos de la nuit où M. Silas est mort, » commença-t-elle avec hésitation. « J'y ai réfléchi, et je me souviens maintenant avoir entendu des voix dans son bureau assez tard, bien après minuit. À ce moment-là, j'ai supposé qu'il lisait à voix haute un de ses livres, comme il le faisait parfois. Mais maintenant, je me demande s'il n'avait pas reçu de visite. »« Avez-vous vu quelqu'un sortir de la maison ?» demanda sèchement Holmes. « Non, monsieur. Mais bon, je ne l'aurais pas forcément remarqué. Les quartiers des domestiques sont à l'arrière de la maison, et plusieurs entrées pourraient être utilisées à mon insu. » Holmes se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés comme à son habitude. « Madame Whitmore, ces informations pourraient en s'avérer précieuses. Vous souvenez-vous d'autre chose de cette nuit-là? Des bruits, des perturbations, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître ?» La gouvernante fronça les sourcils, concentrée. « Eh bien, il y a eu une chose. À l'aube, j'ai entendu comme une calèche s'éloigner de l'allée, mais quand j'ai regardé par la fenêtre, je n'ai rien vu. La brume, suggérai-je, elle aurait masqué tout départ. » « Exactement, Watson. » Holmes se tourna vers Madame Whitmore. « Vous avez été d'une grande aide. Je pense qu'il serait sage que nous nous retirions tous tôt ce soir. Demain promet d'être une journée bien remplie. » Alors que je me préparais à aller me coucher ce soir-là, je réfléchissais à l'étrange tournure que prenait notre enquête. Ce qui avait commencé comme une affaire de mystérieux message sur verre s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe, impliquant d'anciennes prophéties celtiques, des objets volés et, très probablement, un meurtre. La mort de Silas Pemberton commençait à ressembler moins à un événement naturel qu'à une intervention humaine. Mais qui tuerait un savant inoffensif pour ses découvertes archéologiques? Et plus intrigant encore, qui possédait les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour créer ces messages d'une précision inquiétante sur les vitres médiévales? Alors que je m'endormais, j'entendais le vent se lever sur les landes, et quelque part au loin, le cri solitaire d'un oiseau de nuit, qui semblait faire écho au mystère qui entourait Ravenscroft Hall. Chapitre 4. Le secret du gardien. Je fus tiré de mon sommeil avant l'aube par des coups frappés à ma porte. En l'ouvrant, je trouvai Holmes déjà habillé, une bougie à la main, le visage grave dans la lumière vacillante. « Watson, vous devez venir immédiatement, » dit-il doucement. « Notre mystérieux correspondant nous a fait une révélation des plus inattendues. En le suivant dans le couloir jusqu'au bureau de Silas Pemberton, j'ai trouvé la pièce exactement comme nous l'avions laissée la veille au soir, à l'exception de la fenêtre, sur laquelle un autre message avait déjà commencé à se former dans l'obscurité précédant l'aube. Cette fois, cependant, l'écriture était différente. Au lieu de l'écriture fluide observée précédemment, la condensation s'était formée en lettres majuscules qui semblaient presque taillées dans le verre lui-même. Sous la pierre du gardien se trouve la preuve de la trahison. L'or du moine a acheté le silence, mais pas le pardon. Creusez là où l'ombre tombera à midi le 15e jour. Sous ce message austère, les symboles celtiques familiers réapparaissaient, mais je pouvais maintenant discerner un motif dans leur disposition qui suggérait qu'ils pourraient représenter une forme de carte ou de diagramme. « Holmes, » murmurai-je, « que penses-tu de ce changement de style ?»« Le plus important, Watson. Notre correspondant semble de plus en plus désespéré, ou peut-être plus confiant. La précision de ce message suggère une connaissance approfondie de la géographie et de l'histoire locale. » Charles Pemberton apparut dans l'embrasure de la porte, réveillé par notre passage dans la maison. À la vue du nouveau message, son visage pâlit visiblement. « Le 15e jour, » dit-il d'une voix tremblante, « c'est aujourd'hui. » « En effet, » répondit Holmes calmement, ce qui signifie que nous avons très peu de temps pour déchiffrer le sens de cette dernière communication avant l'échéance. Alors que le soleil se levait et que le message s'estompait, Holmes se mit immédiatement à recopier les symboles celtiques dans son carnet avec un soin méticuleux. « Watson, »
dit-il sans lever les yeux de son travail. Je crois qu'il est temps que nous rendions visite à l'église paroissiale locale. Si je ne me trompe, nous pourrions trouver des documents éclairants dans leurs archives. L'église Saint-Hilda s'est avérée être une ancienne structure normande construite sur les fondations d'une fondation saxonne encore plus ancienne. Son vieux vicaire, le révérend Dr Makepeace, était lui-même un érudit et s'est montré très désireux de contribuer à nos recherches. « Silas Pemberton ?» dit-il pensivement en nous conduisant à la sacristie de l'église. « Ah oui, il est venu ici plusieurs fois ces derniers mois pour faire des recherches dans nos archives médiévales. Il était très enthousiaste à propos d'un lien entre les anciens sites celtiques et notre histoire chrétienne primitive. » Le docteur Makepeace a sorti un ensemble de volumes reliés en cuir d'un coffre en chêne qui semblait remonter à l'époque médiévale. « Ce sont nos plus anciens registres paroissiaux, » a-t-il expliqué. Ils remontent au XIIe siècle, époque à laquelle la conquête normande était encore d'actualité. Holmes examina les volumes anciens avec un intérêt évident. « Docteur Makepeace, vos archives font-elles mention de menhirs celtiques ou de sites sacrés dans cette région ?» « En effet, » répondit le vicaire en ouvrant l'un des volumes sur une page couverte de textes latins et d'illustrations grossières. Cette chronique décrit les efforts de frère Aldric, un moine de l'abbaye de Whitby, pour convertir la population celte locale au christianisme. D'après ce récit, sa mission fut couronnée de succès, mais il semble avoir rencontré une résistance considérable de la part des druides celtes, qui gardaient de leurs sites sacrés. La chronique que le docteur Makepeace nous a montrée contenait une illustration détaillée de 3 pierres dressées disposées en triangle, manifestement le même site que celui que nous avions visité la veille. Mais plus intrigant encore, le texte décrivait comment frère Aldric avait enfoui les prophéties païennes sous une grande pierre pour empêcher leur influence sur la population locale. Cette pierre gardienne mentionnée dans le message d'aujourd'hui, ai-je observé. Pourrait-elle faire référence à ce lieu de sépulture ? Presque certainement, répondit Holmes en étudiant attentivement le texte médiéval. Mais observez cette annotation en marge, Watson. Elle semble avoir été écrite d'une main différente et avec une encre bien plus récente. La note marginale, à peine lisible après des siècles de décoloration, semblait indiquer « Le marché du moine a apporté de l'or, mais a maudit la terre. L'esprit du gardien exige justice. » Le docteur Makepeace fronça les sourcils en examinant la note. « Je n'avais jamais remarqué ça auparavant. Cela ne fait certainement pas partie de la chronique originale. Quand Silas Pemberton a-t-il visité vos archives pour la dernière fois ?» demanda Holmes. « Pas plus d'1 semaine avant sa mort, » répondit le vicaire. « Il a passé un après-midi entier à étudier ce volume. » Alors que nous nous apprêtions à quitter l'église, Holmes posa une dernière question. « Dr Makepeace, existe-t-il des légendes ou des traditions locales concernant les pierres dressées dans les Landes ?» Le vieux prêtre parut quelque peu gêné. « Eh bien, certaines croyances populaires persistent parmi les résidents les plus âgés. On parle d'un esprit gardien qui protège les sites antiques de la profanation. Une superstition absurde, certes, mais remarquablement tenace. Et quelle forme cette protection est-elle censée prendre ? D'après les histoires, quiconque perturbe les pierres sacrées sera frappé par de mystérieux avertissements. Et s'il persiste dans son sacrilège, il subira un sort terrible. » Le docteur Makepeace secoua la tête d'un air dédaigneux. Superstition médiévale. Rien de plus. Alors que nous retournions à Ravenscroft Hall, Holmes garda son silence habituel, mais je pouvais voir que son esprit travaillait furieusement pour rassembler les différents éléments de notre affaire de plus en plus complexes. « Holmes, dis-je finalement, vous ne donnez sûrement pas crédit à ces avertissements surnaturels. »« Mon cher Watson, » répondit-il avec un léger sourire, « je n'accorde de crédit qu'aux faits. Mais je trouve particulièrement intéressant que quelqu'un se soit donné tant de mal pour créer l'illusion d'une intervention surnaturelle. La question que nous devons nous poser est « pourquoi ?» À notre retour dans la salle, nous avons trouvé Madame Whitmore dans un état de profonde détresse. « Oh, monsieur Holmes !» dit-elle en se tordant les mains, « une chose terrible s'est produite.
quelqu'un a pénétré dans le bureau de M. Silas pendant notre absence. En effet, l'étude présentait des signes évidents de fouille. Des livres avaient été retirés des étagères, des papiers éparpillés et des vitrines ouvertes. Pourtant, curieusement, rien ne semblait avoir été volé. Holmes examina la scène à la loupe, prêtant une attention particulière aux papiers dérangés sur le bureau de Silas Pemberton. « Très instructif », murmura-t-il. Notre visiteur cherchait quelque chose de précis, quelque chose d'assez petit pour être caché parmi des documents, mais suffisamment précieux pour justifier une effraction en plein jour. « Mais qu'est-ce qui pourrait être si important ?» demanda Charles Pemberton. « Peut-être, » répondit Holmes en brandissant un petit morceau de parchemin qu'il avait découvert sous le bureau. C'était ça. Le parchemin semblait très ancien, et à sa surface étaient à dessiner les mêmes symboles celtiques que ceux que nous avions vus dans les mystérieux messages. Mais surtout, ces symboles étaient disposés selon un motif qui ressemblait clairement à une carte, avec divers points de repère indiqués par de petits croquis. « Une carte au trésor ?» ai-je suggéré. « En quelque sorte, » acquiesça Holmes. « Mais je soupçonne que le trésor en question n'est ni de l'or ni de l'argent, mais plutôt des informations que quelqu'un était prêt à tuer pour les dissimuler. » À l'approche de midi, Holmes annonça son intention de retourner au menhir. « Si l'on en croit le dernier message de notre correspondant, » dit-il, « nous devrions trouver quelque chose d'important à l'endroit où l'ombre tombe à midi. » Le voyage vers le cercle de pierre nous a conduits une fois de plus à travers les landes désolées. Mais cette fois, nous étions accompagnés de Charles Pemberton et de 2 robustes ouvriers agricoles qu'il avait recrutés pour aider à toute fouille qui pourrait s'avérer nécessaire. À midi précis, nous avons observé l'ombre projetée par la plus grande des 3 pierres dressées. Elle tombait à environ 6 mètres à l'est du cercle de pierre, où une légère dépression dans le sol suggérait que quelque chose était peut-être enfoui sous la surface. « Messieurs, » annonça Holmes, « je crois qu'il est temps de découvrir ce que la pierre du gardien a protégé pendant tous ces siècles. » Les fouilles se sont déroulées rapidement entre les mains des ouvriers expérimentés, et en 1 heure, ils ont découvert une grande pierre plate d'environ 4 pieds carrés, et inscrite avec les mêmes symboles celtiques que nous avions rencontrés tout au long de notre enquête. Mais c'est ce qui se trouvait sous cette pierre qui s'est révélé le plus remarquable. Enveloppé dans du cuir huilé et remarquablement bien conservé malgré son âge apparent, se trouvait un ensemble de documents rédigés en latin médiéval, ainsi que ce qui semblait être une confession de la même main que la note marginale découverte dans les registres paroissiaux. Holmes examina ces documents avec une excitation croissante. « Watson, » dit-il enfin, « je crois que nous avons découvert la solution à notre mystère, ou du moins les événements historiques qui ont inspiré notre correspondant contemporain. » La confession, une fois traduite, racontait une histoire remarquable. Frère Aldrich, le moine chargé de convertir la population celte locale, avait bel et bien réussi sa mission. Mais son succès avait eu un prix terrible. Selon le document, il avait accepté une importante somme d'or d'un chef celte en échange de l'annulation de certaines prophéties annonçant le retour de la puissance celte en Bretagne. Les prophéties elles-mêmes étaient contenues dans le recueil, gravées sur des tablettes de pierre que frère Aldrich avait retirées de leur lieu sacré et caché. Mais la conscience du moine l'avait troublé, et avant sa mort, il avait préparé cette confession et l'avait enterrée avec des copies des prophéties supprimées. Silas Pemberton a donc découvert non seulement des artefacts anciens, ai-je observé, mais aussi des preuves de corruption et de trahison médiévale. Exactement, acquiesça Holmes, et quelqu'un, à notre époque, était suffisamment préoccupé par cette révélation pour recourir au meurtre afin d'empêcher sa divulgation. « Mais qui ?» demanda Charles Pemberton. « Qui pourrait bien se soucier d'événements survenus il y a 800 ans ?» Holmes remballa soigneusement les documents médiévaux et les rangea dans son sac de voyage. « Voilà, cher monsieur, ce que nous devons maintenant déterminer. Mais je soupçonne qu'à notre retour dans la salle, nous découvrirons que notre mystérieux correspondant nous a transmis un dernier message.
et peut-être, enfin, révéler sa véritable identité. En retraversant la lande, je me demandais ce qui nous attendait à Ravenscroft Hall. La découverte de la confession de frère Aldrich avait certes résolu le mystère historique entourant les prophéties celtiques, mais elle n'avait guère contribué à expliquer les messages surnaturels qui apparaissaient à la fenêtre du bureau. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner vers l'horizon occidental, alors que nous approchions du manoir, et je pouvais voir la brume s'élever déjà des parties basses de la lande. Bientôt, le paysage tout entier serait enveloppé de ce brouillard éthéré, qui semblait rendre le surnaturel presque plausible. Mais Holmes, je le savais, ne se contenterait pas d'explications surnaturelles. Quelque part dans le réseau complexe de faits que nous avions rassemblés se trouvait une solution rationnelle au mystère de l'homme qui écrivait sous la pluie. Chapitre 5. La révélation au crépuscule. Notre retour à Ravenscroft Hall fut accueilli par Madame Whitmore avec des nouvelles qui allaient s'avérer être la dernière pièce du puzzle complexe de Holmes. « Oh, monsieur Holmes, dit-elle en nous accueillant à l'entrée, un monsieur vous attend depuis 2 heures. Il dit qu'il doit vous parler de toute urgence de la mort de monsieur Silas. » Le monsieur qui nous attendait s'avéra être un homme d'une 40aine d'années, bien habillé, mais présentant des signes évidents de détresse. Ses vêtements étaient tachés par le voyage, suggérant un long voyage, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il se leva pour nous accueillir. « Monsieur Holmes ?» demanda-t-il. « Je suis le professeur Marcus Aldrich de l'université d'Oxford. Je crois savoir que vous enquêtiez sur la mort de mon collègue, Silas Pemberton. » Holmes haussa les sourcils avec intérêt. « Aldrich, un descendant peut-être du chroniqueur médiéval Pemberton, Aldrich et fils ?»« Exactement pareil, » répondit le professeur Aldrich avec une surprise évidente. « Mais comment avez-vous pu connaître ce lien ?»« Recherche élémentaire, professeur. Mais, s'il vous plaît, dites-nous ce qui vous amène dans le Yorkshire avec une telle hâte. » Le professeur Aldrich accepta la chaise que Charles Pemberton lui offrait et se ressaisit avant de prendre la parole. « Messieurs, je crains d'avoir une confession des plus troublantes à faire. Je crois que je porte une part de responsabilité dans la mort de Silas Pemberton. » La pièce se tut, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge. Holmes se pencha en avant sur sa chaise, ses yeux gris fixés intensément sur notre visiteur inattendu. « Veuillez continuer, professeur. »« Silas m'a contacté il y a 3 semaines, » commença Aldrich d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il prétendait avoir fait une découverte qui révolutionnerait notre compréhension des relations entre Celtes et chrétiens dans la Bretagne médiévale. Il disait avoir trouvé des preuves d'une conspiration entre des moines normands et des chefs celtes, une conspiration étouffée depuis 8 siècles. « Et quelle a été votre réponse à cette affirmation ?» demanda Holmes. Le visage du professeur Aldrich rougit de honte. « J'ai bien peur d'avoir été sceptique, monsieur Holmes. » Silas avait la réputation d'interpréter avec enthousiasme les preuves archéologiques. Je lui ai suggéré d'être très prudent avant de faire des affirmations aussi sensationnelles sans preuve absolue. Une réponse académique raisonnable, ai-je observé. Peut-être. Mais 3 jours plus tard, j'ai reçu la visite d'un homme tout à fait inhabituel. Il prétendait représenter certaines parties intéressées par les recherches de Silas. Il m'a proposé une somme d'argent conséquente pour dissuader mon collègue de poursuivre ses investigations. Holmes échangea un regard entendu avec moi. « Et avez-vous accepté cette offre ?»« Certainement pas, » s'exclama Aldrich avec indignation. « Mais j'ai accepté d'écrire à Silas pour l'exhorter à la prudence dans ses affirmations. J'ai trouvé que c'était un conseil d'expert judicieux. »« Avez-vous toujours cette lettre ?» demanda Holmes. Le professeur Aldrich fouilla dans son sac de voyage et en sortit une feuille pliée. J'en ai conservé une copie, comme j'en ai l'habitude pour toute correspondance professionnelle. Holmes parcourut rapidement la lettre, puis me la tendit. Le ton était certes prudent, mais rien ne pouvait être interprété comme une menace. Cependant, un passage en particulier retint mon attention. Je vous exhorte à considérer les conséquences potentielles de vos recherches, tant pour votre propre réputation que pour la stabilité de certains récits historiques établis. « Professeur Aldrich, » dit Holmes prudemment, « pouvez-vous décrire ce mystérieux gentleman qui vous a rendu visite ?»« Certainement.
C'était un homme d'une 50aine d'années, bien habillé mais avec un accent inhabituel, instruit mais pas tout à fait anglais. Il portait des gants coûteux tout au long de notre entretien, et j'ai remarqué que ses mains semblaient les porter des cicatrices ou une décoloration. Holmes hocha la tête, pensif. Et t'a-t-il donné son nom? Il s'est présenté comme Monsieur Whitmore, même si j'ai soupçonné à l'époque que ce n'était pas sa véritable identité. Madame Whitmore, qui écoutait depuis la porte, laissa échapper un petit cri. Whitmore? Mais c'est mon nom, monsieur. Ma famille est au service des Pemberton depuis 3 générations. En effet, dit Holmes doucement. Très intéressant. Professeur Aldrich, qu'est-ce qui vous a décidé à venir dans le Yorkshire? Le journal d'hier, répondit Aldrich en sortant un exemplaire plié du Times de son sac. J'ai lu les mystérieux messages apparus à Ravenscroft Hall, et j'ai compris que la mort de Silas n'était peut-être pas aussi naturelle qu'elle le paraissait au premier abord. Je me suis senti obligé de révéler ce que je savais. Holmes étudia l'article avec intérêt. Ce récit des messages surnaturels est remarquablement détaillé pour une publication londonienne. Je me demande qui leur a fourni des informations aussi précises. Monsieur Holmes, intervint Charles Pemberton, vous ne soupçonnez sûrement pas que quelqu'un a délibérément inventé cette histoire. Je soupçonne tout et n'accepte rien sans preuve, répondit Holmes, mais l'arrivée du professeur Aldrich nous ouvre de nouvelles pistes d'investigation. Comme appelé par les paroles de Holmes, la vieille horloge dans le coin commença à sonner 6 heures, et au son de ces cloches, une transformation extraordinaire s'opéra dans le bureau de Silas Pemberton. Les 3 vitres médiévales, restées claires tout l'après-midi, commencèrent soudain à se voiler de condensation. Mais cette fois, l'humidité n'attendit pas l'aube pour former des motifs significatifs. Sous notre regard fasciné, les lettres commencèrent à se former avec une rapidité et une précision remarquables. La tromperie est révélée. La vérité du gardien ne peut plus être cachée. Justice sera rendue avant minuit. Mon Dieu, souffla le professeur Aldrich, cela se passe exactement comme le journal l'a décrit. Vraiment? Murmura Holmes en se levant de sa chaise et en s'approchant de la fenêtre. Ou est-ce que cela se passe exactement comme on voulait nous le faire croire? D'un geste brusque et vif, Holmes pressa sa main contre l'une des vitres couvertes de buée. À ma grande surprise, sa paume se recouvrit d'une fine poudre argentée. « Mesdames et messieurs, a-t-il annoncé en se tournant vers nous avec un sourire triomphant, je crois qu'il est temps de révéler la véritable identité de notre correspondant qui écrit sous la pluie. » Le silence retomba dans la pièce tandis que Holmes s'approchait de la cheminée et en décrochait un lourd chandelier en laiton. Avec des gestes expérimentés, il commença à examiner sa base à la loupe. « Watson, dit-il soudain, observe la base de ce chandelier. Que vois-tu? » J'ai examiné attentivement l'endroit indiqué et j'ai remarqué de minuscules rayures qui semblaient former un motif. On dirait qu'il a servi de modèle ou de guide, ai-je observé. Exactement. Et si l'on compare ces rayures aux symboles qui apparaissent sur la fenêtre? Holmes tenait son carnet à côté de la base du chandelier, et la correspondance était immédiatement apparente. « Les symboles ont été tracés à partir de ce chandelier ?» demandai-je. « Plus que des traces, Watson. Elles ont été créées grâce à un procédé chimique des plus ingénieux. Observez. » Holmes sortit une petite fiole de son sac de voyage et appliqua délicatement quelques gouttes de son contenu sur l'une des rayures du chandelier. Immédiatement, le métal commença à réagir, produisant la même poudre argentée que celle observée sur la fenêtre. Le nitrate d'argent, explique-t-il, associé à des traces de sel et d'autres produits chimiques, peut créer un effet remarquable lorsqu'il est appliqué sur du verre traité avec certains composés. Dans des conditions atmosphériques spécifiques, forte humidité, différence de température et faible luminosité, les zones traitées attireront l'humidité selon des motifs précis, créant l'illusion d'une écriture surnaturelle. Mais Holmes, protestai-je, comment quelqu'un aurait-il pu manipuler ces vitres médiévales sans être détecté? Élémentaire, mon cher Watson. La même personne qui a eu accès à cette pièce sans restriction pendant de nombreuses années, celle qui astique les vitres, entretient le feu et connaît parfaitement chaque recoin de cette maison. Tous les regards se tournèrent vers Madame Whitmore.
devenue pâle comme la mort. Un instant, elle sembla sur le point de clamer son innocence. Puis, avec un soupir qui semblait provenir du plus profond de son âme, elle s'affala sur la chaise la plus proche. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-elle doucement. « J'ai commencé à avoir des soupçons hier lorsque le professeur Aldrich a mentionné le nom de son mystérieux visiteur, » répondit Holmes avec douceur. « Mais j'en ai eu la certitude cet après-midi lorsque nous avons découvert la confession de frère Aldrich. La culpabilité qui a poussé un moine médiéval à enterrer ses secrets a été transmise à ses descendants, des descendants qui ont été les gardiens de ces secrets pendant 8 siècles. » Madame Whitmore hocha lentement la tête. « Ma famille a toujours su la vérité sur les agissements de frère Aldrich. L'or qu'il a reçu du chef celte a servi à établir nos ancêtres à des postes de confiance et d'influence. Nous sommes les gardiens de sa honte secrète depuis 27 générations. Et quand Silas Pemberton a découvert la confession enterrée ?» demanda Holmes. « Il était tellement excité, » dit Madame Whitmore, les larmes commençant à couler sur ses joues burinées. « Il est venu me voir immédiatement, m'a montré les documents et m'a expliqué comment il révolutionnerait l'histoire médiévale. Il ignorait totalement qu'il condamnait toute ma famille à la disgrâce. »« Alors vous avez décidé de l'arrêter ?» dit Holmes, sa voix n'étant ni accusatrice ni compatissante. « J'ai d'abord essayé de le raisonner. Je lui ai parlé du lien de ma famille avec frère Aldrich, et je l'ai supplié de réfléchir aux conséquences de sa révélation. Mais il était obsédé par sa découverte. Il disait que la vérité était plus importante que la réputation. Et donc vous avez contacté votre cousin, le mystérieux monsieur Whitmore, qui a rendu visite au professeur Aldrich à Oxford ?» Madame Whitmore hocha la tête, lamentablement. « Marcus a toujours été le plus malin de la famille. Il nous a suggéré de discréditer les recherches de Silas en les faisant passer pour des phénomènes surnaturels. Il pensait que si la découverte était associée à des histoires de fantômes et à des messages mystérieux, aucun chercheur sérieux ne la prendrait au sérieux. Mais Silas s'est montré plus têtu que vous ne l'aviez prévu, » observa Holmes. « Au début, il a ri des messages. Il a dit qu'ils étaient probablement causés par un phénomène naturel qu'il étudierait dès qu'il en aurait le temps. Marcus a donc décidé qu'une action plus directe était nécessaire. « Il est venu ici la nuit du 1er octobre, » déclara Holmes. « Ce n'était pas une question. Oui. Il avait seulement l'intention de voler les documents, de les faire disparaître définitivement. Mais Silas l'a surpris dans le bureau. Il y a eu une bagarre, et Marcus l'a frappé avec sa lourde loupe. Silas est tombé et s'est cogné la tête contre le coin du bureau. La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots discrets de Madame Whitmore. Finalement, Charles Pemberton prit la parole. Mais les messages ont continué même après la mort de l'oncle Silas. Pourquoi ? Parce que nous étions piégés par notre propre tromperie, répondit Madame Whitmore. Si les messages avaient cessé immédiatement après la mort de Silas, cela aurait semblé suspect. Nous avons donc continué la mascarade, espérant que les gens finiraient par se désintéresser et oublier la découverte. Jusqu'à ce que le vol du British Museum révèle clairement que le secret était loin d'être en sécurité, ajouta Holmes. Le désespoir de votre cousin l'a conduit à des actes de plus en plus imprudents. Madame Whitmore leva brusquement les yeux. « Vous savez pour Marcus ? Je sais qu'il est actuellement en détention à Londres, après avoir été appréhendé alors qu'il tentait de détruire la tablette celtique volée. Le télégramme de mon frère Mycroft, ce matin, a confirmé son arrestation. Les épaules de la gouvernante s'affaissèrent. Vaincue. Alors, c'est fini. Après 8 siècles, le secret du gardien est enfin révélé. Tandis que les ombres s'allongeaient et que le soir tombait sur Ravenscroft Hall, Holmes acheva son explication de l'affaire en attendant l'arrivée de la police locale. Le mystère de l'homme qui écrivait sous la pluie s'était avéré avoir une explication rationnelle, mais une explication qui impliquait l'honneur familial, la culpabilité ancestrale et les efforts que chacun est prêt à déployer pour préserver sa réputation. Le professeur Aldrich, soulagé d'apprendre que sa lettre de mise en garde n'avait joué aucun rôle dans la mort de Silas Pemberton, accepta de veiller à ce que les documents médiévaux soient étudiés et publiés avec soin. La vérité que frère Aldrich avait tenté d'enterrer et que ses descendants avaient de tuer pour protéger
allait enfin être révélé par l'examen scientifique. Quant aux messages surnaturels qui avaient tant mystifié les habitants de Ravenscroft Hall, ils cessèrent aussi brusquement qu'ils avaient commencé. Les vitres médiévales, débarrassées de leur traitement chimique, retrouvèrent leur état naturel, ne reflétant que la condensation ordinaire des matins du Yorkshire. « Eh bien, Watson, » dit Holmes alors que notre train quittait la gare de Whitby le lendemain matin, une autre affaire était conclue, même si j'avoue que celle-ci a connu plus de rebondissements que prévu. « En effet, » répondis-je en regardant les landes brumeuses s'éloigner. « Mais dites-moi, Holmes, qu'est-ce qui vous a fait soupçonner que les messages n'étaient là pas d'origine surnaturelle ?»« Plusieurs facteurs, » répondit-il en allumant sa pipe avec une satisfaction évidente. « La précision du timing, les conditions atmosphériques spécifiques requises et, plus révélateur encore, le fait que les messages transmettaient des informations que seule une personne connaissant parfaitement la maison et son histoire pouvait connaître. Et la poudre argentée que le docteur Blackwood a trouvée sous les ongles de Silas Pemberton, résidu chimique de sa lutte avec Marcus Whitmore, qui manipulait le chandelier traité, un détail mineur, mais qui a permis de confirmer le déroulement des événements. Tandis que notre train nous emmenait vers le sud, en direction de Londres, je réfléchissais au curieux mélange d'éléments anciens et modernes qui avait caractérisé cette affaire. Secrets médiévaux et alchimie victorienne, culpabilité ancestrale et criminalité contemporaine, le tout tissé dans une tapisserie qu'il avait fallu les compétences uniques de Holmes pour démêler. L'homme qui écrivait sous la pluie avait finalement été réduit au silence, mais la vérité qu'il cherchait à dissimuler perdurerait dans les annales de l'histoire médiévale britannique. Justice, comme le promettaient les mystérieux messages, avait bel et bien été rendue, quoique peut-être pas comme leur auteur l'avait souhaité. Chapitre 6. Le chasseur devient la proie. Notre satisfaction d'avoir résolu le mystère de Ravenscroft Hall s'avéra prématurée. À peine installé dans notre compartiment de première classe pour le voyage de retour vers Londres, Holmes reçut un télégramme qui transforma notre sentiment de triomphe en une profonde inquiétude. Le message était bref mais alarmant. Marcus Whitmore s'est évadé pendant son transfert. Il est soupçonné d'être armé et désespéré. Soyez extrêmement prudent. Mycroft. Holmes étudia le télégramme avec la même attention qu'il avait jusque-là réservée aux symboles celtiques. « Watson, dit-il enfin, je crains que notre affaire ne soit loin d'être conclue. Un homme désespéré, n'ayant plus rien à perdre, représente un danger considérable, surtout lorsqu'il nous rend responsables de sa situation. Il ne serait quand même pas assez fou pour nous poursuivre, ai-je suggéré, même si, tout en parlant, je me suis surpris à vérifier inconsciemment que mon revolver de service était bien rangé dans mon sac de voyage. Au contraire, mon cher ami, ayant tout perdu, l'honneur de sa famille, sa liberté et, très probablement, sa raison, Marcus Whitmore a toutes les raisons de se venger de ceux qu'il tient pour responsables de sa chute. Nous devons supposer qu'il se rendra dans le Yorkshire pour tenter de réduire Madame Whitmore au silence, avant de se tourner vers nous. Holmes était déjà en train de prendre son carnet, son esprit s'activant visiblement à toute vitesse pour anticiper les prochaines actions de notre adversaire. La question n'est pas de savoir s'il agira, mais quand et comment. Un homme de son éducation et de ses ressources ne se contentera pas d'espérer une opportunité. Il planifiera, se préparera et frappera au moment où on s'y attendra le moins. Le voyage en train, qui avait commencé comme un agréable retour à un environnement familier, prit alors une toute autre tournure. Chaque arrêt apportait de nouveaux passagers, dont l'un pouvait être Marcus Whitmore déguisé. Chaque tunnel nous plongeait dans une obscurité susceptible de dissimuler une attaque. Holmes conservait son sang-froid habituel, mais je voyais bien que sa main ne s'éloignait jamais beaucoup de la canne qui dissimulait une lame d'épée. Alors que nous approchions de York, où nous devions changer de train, Holmes me saisit soudain le bras. « Watson, observez le monsieur au pardessus marron qui est monté à bord à Thirsk. Il nous observe avec un intérêt considérable. » J'ai observé attentivement le passager indiqué, un homme d'âge moyen aux moustaches grisonnantes et à l'allure générale d'un voyageur de commerce.
Il a l'air plutôt inoffensif, ai-je observé. Peut-être. Mais remarquez comme il tient sa main gauche toujours sous son manteau, comme pour dissimuler une blessure ou une difformité. Et ses gants, Watson, du cuir coûteux, mais portés sans relâche malgré la chaleur du compartiment. L'importance de l'observation de Holmes m'a immédiatement frappé. Le professeur Aldrich avait décrit Marcus Whitmore comme un homme qui portait des gants tout au long de l'entretien et dont les mains présentaient une cicatrice ou une décoloration. « Tu crois que c'est lui ?» murmurai-je. « Je crois que nous sommes sur le point de découvrir la vérité, » répondit Holmes en se levant tandis que le train ralentissait vers la gare de York. « Viens, Watson, nous allons tester ma théorie. » Alors que nous rassemblions nos bagages, Holmes laissa délibérément tomber son sac de voyage aux pieds du passager suspect. « Je vous demande pardon, » dit-il en se baissant pour le récupérer. Ce faisant, il parvint à effleurer les mains gantées de l'homme. La réaction du passager fut immédiate et révélatrice. Il recula brusquement comme piqué, et l'espace d'un instant son manteau s'ouvrit, révélant la bosse caractéristique d'une arme dissimulée. « Très éclairant, » murmura Holmes tandis que nous descendions sur le quai. « Notre ami est bel et bien armé, et ses mains portent les traces chimiques que l'on peut attendre d'une manipulation prolongée de composés d'argent. » Le quai de York était bondé de voyageurs, de porteurs et de vendeurs, offrant une excellente couverture pour la surveillance et la contre-surveillance. Holmes me guidait à travers la foule avec une apparente nonchalance, mais je sentais qu'il était en alerte. « Voilà, » dit-il doucement, indiquant un endroit près du restaurant de la gare où nous pourrions observer notre poursuivant présumé, tout en conservant une voie de fuite. « Voyons ce que notre ami va faire ensuite. » L'homme au pardessus marron nous avait effectivement suivis sur le quai, mais il ne faisait aucun geste dans notre direction. Il semblait plutôt étudier le tableau des départs avec un intérêt démesuré, tout en nous gardant dans son champ de vision. « Il attend quelque chose, » observai-je. « Ou quelqu'un d'autre, » corrigea Holmes. « Un homme qui prépare un assassinat agit rarement seul lorsqu'il peut l'éviter. Madame Whitmore lui a peut-être fourni des informations sur nos projets de voyage, ou il a peut-être posté des complices sur notre route. » Comme interpellés par les paroles de Holmes, deux autres hommes apparurent sur le quai, l'un sortant de la salle d'attente de la gare, l'autre venant du guichet. Tous deux étaient habillés comme des voyageurs ordinaires, mais leurs mouvements coordonnés et la conscience constante de notre position les distinguaient aussi clairement que s'ils avaient porté un uniforme. « 3, » murmura Holmes. « Professionnels dans leur approche, mais pas assez. Observez comment ils maintiennent le contact. Visuel entre eux par des signaux subtils. Formation militaire, à mon avis, mais probablement pas de service récent. Que proposez-vous ? Demandai-je, ma main se dirigeant instinctivement vers mon revolver. Nous leur donnerons exactement ce qu'ils attendent. Puis nous ferons quelque chose de complètement différent, répondit Holmes avec ce sourire dangereux que j'avais appris à associer à ses plans les plus audacieux. D'un air apparemment nonchalant, Holmes s'approcha du guichet et engagea une brève conversation avec le caissier. Je n'entendis pas les détails, mais l'argent changea de main, et le caissier hocha vigoureusement la tête. « Watson, » dit Holmes à son retour, « dans 5 minutes exactement, on annoncera un retard de notre train pour Londres. À cette annonce, nous aurons l'air frustrés et déciderons d'aller nous rafraîchir au restaurant de la gare. Nos amis nous suivront sans doute, s'attendant à nous coincer dans un espace confiné. Et puis, nous démontrerons alors que le chasseur peut très vite devenir la proie. » Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur atroce. Nos 3 observateurs maintinrent leur position, probablement de plus en plus convaincus que leur proie était coincée. Lorsque l'annonce du retard du train fut enfin faite, Holmes joua son rôle à la perfection, affichant une irritation évidente et me conduisant vers le restaurant avec une expression de résignation manifeste. Le restaurant s'avéra être un établissement ferroviaire typique, exigu, mal éclairé et rempli du mélange habituel de voyageurs et de clients locaux. Holmes choisit une table au fond de la salle, nous plaçant de manière à pouvoir observer à la fois l'entrée et la porte de service qui menait sans doute à la cuisine et à la sortie arrière. « Maintenant nous attendons, » dit-il doucement,
en commandant du thé avec le même comportement calme qu'il aurait pu afficher dans notre logement de Baker Street. Un par un, nos 3 poursuivants entrèrent dans le restaurant. Ils occupèrent des tables séparées, mais se positionnèrent de manière à bloquer toute possibilité de recul vers l'entrée principale. L'homme au pardessus marron, dont nous étions désormais certains qu'il s'agissait de Marcus Whitmore, était assis juste entre nous et la porte, la main droite posée de manière significative dans son manteau. « Holmes, murmurai-je avec urgence, nous sommes piégés. »« Vraiment ?» répondit-il, et je fus surpris de lire un amusement sincère dans ses yeux. « Watson, je crois qu'il est temps pour vous d'aller visiter les toilettes pour hommes. Vous les trouverez par la porte marquée « Privé », la même porte, soit dit en passant, qui mène à la cuisine et à la cour arrière. J'ai tout de suite compris. Et toi ? Je resterai ici pour veiller à ce que nos amis ne se méfient pas. Lorsque vous m'entendrez réciter les premières lignes de la charge de la brigade légère, vous saurez qu'il est temps d'agir. Je me levai nonchalamment et me dirigeai vers la porte indiquée, espérant que mes mouvements paraîtraient naturels à nos observateurs. Le couloir, au-delà, était faiblement éclairé et embaumait les odeurs de cuisine et de savon féniqué. Mais surtout, il menait directement à une porte marquée « Sortie » qui donnait sur la cour arrière de la gare. De ce point de vue, je pouvais observer l'entrée arrière du restaurant tout en restant caché. La cour des marchandises était animée par l'activité ferroviaire habituelle. Les porteurs chargèrent les bagages, les vendeurs approvisionnèrent les trains et l'effervescence générale d'une grande gare. Une couverture parfaite pour ce que Holmes avait sans doute en tête. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. La voix distinctive de Holmes résonnait clairement dans l'air automnal tandis qu'il commençait sa récitation. Une demi-lieue, une demi-lieue, une demi-lieue plus loin. C'était mon signal. Je me suis positionné près de l'entrée arrière et j'ai dégainé mon revolver, sachant que dans quelques instants, 3 hommes armés se précipiteraient par cette porte, à la poursuite de ce qu'ils croyaient être un Sherlock Holmes en fuite. Le premier homme à franchir la porte n'était pas Marcus Whitmore, mais l'un de ses complices, un gaillard costaud à l'allure d'ancien soldat. Il sortit en courant, s'attendant visiblement à apercevoir sa proie quelque part dans la cour de marchandises. Au lieu de cela, il se retrouva face à l'extrémité de mon revolver de service. « Je vous conseille de vous arrêter immédiatement, » dis-je d'un ton autoritaire, « et de garder vos mains bien en vue. » La surprise de l'homme était totale, mais son entraînement transparaissait. Il leva aussitôt les mains et ne fit aucun geste vers ce qui était sans aucun doute une arme dissimulée. Le second complice, qui le suivait de près, se montra tout aussi coopératif face à la réalité de l'opposition armée. Mais Marcus Whitmore lui-même s'est montré plus ingénieux que ses complices. Au lieu de sortir par la porte de derrière, il avait apparemment reconnu le piège et cherché à s'échapper par l'entrée principale du restaurant. Malheureusement pour lui, c'était sans compter sur la maîtrise totale de la situation par Holmes. Mon ami apparut au coin du bâtiment, escortant notre cible principale, la main sur son col qui ne supportait aucune résistance. Les gants coûteux de Whitmore avaient été retirés, révélant des mains effectivement tachées de la décoloration argentée caractéristique des expériences chimiques. « Messieurs, » annonça Holmes d'un ton enjoué, « je crois que nous avons résolu le dernier chapitre de notre aventure dans le Yorkshire. Monsieur Marcus Whitmore et ses associés ont aimablement accepté de nous accompagner à la gendarmerie locale, où ils pourront nous expliquer leur intérêt à nous suivre à travers la moitié de l'Angleterre. La police locale s'est montrée efficace et coopérative, notamment lorsque Holmes a présenté ses papiers et expliqué le lien avec le récent vol du British Museum. En moins d'1 heure, nos 3 agresseurs potentiels étaient logés en toute sécurité au château d'York, et nous étions libres de poursuivre notre voyage vers Londres. « Holmes, » dis-je alors que nous nous installions enfin dans un nouveau compartiment pour le reste de notre voyage. « Comment saviez-vous qu'il tenterait de nous coincer dans le restaurant ? » Psychologie élémentaire, Watson. Les hommes désespérés cherchent des solutions rapides à leurs problèmes. Un assassinat public aurait attiré beaucoup trop d'attention, mais une confrontation privée dans un espace confiné offrait l'illusion du contrôle. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que nous pourrions retourner leur propre tactique contre eux.
Et l'annonce du retard du train, Holmes sourit avec une satisfaction évidente. Un petit investissement pour tromper l'attention. Le guichetier était tout à fait disposé à faire l'annonce en échange d'un modeste pourboire. Cela nous a fourni exactement le scénario dont nous avions besoin pour attirer nos chasseurs à découvert. Alors que notre train quittait York pour la dernière étape de notre voyage vers Londres, je réfléchissais aux étranges tournants qu'avait pris notre affaire. Ce qui avait commencé comme un mystère de messages surnaturels s'était transformé en une histoire de secrets de famille, de conspiration médiévale et de violence moderne. « Holmes, ai-je demandé enfin, pensez-vous que la culpabilité de la famille Whitmore pour les actes de leurs ancêtres justifiait leurs mesures extrêmes ?» Mon ami réfléchit attentivement à cette question avant de répondre. « Watson, la culpabilité est peut-être l'émotion humaine la plus destructrice lorsqu'elle se propage de génération en génération. Le péché originel de frère Aldrich, accepté de l'or pour dissimuler des vérités dérangeantes, fut aggravé par 8 siècles de secrets et de honte. Lorsque Madame Whitmore fut démasquée, l'identité de la famille reposait entièrement sur le maintien de cette ancienne tromperie. Et pourtant, le meurtre et le vol peuvent difficilement être justifiés par l'honneur de la famille. Certainement pas, mais on peut comprendre que des personnes raisonnables puissent être poussées à des actes déraisonnables face à la destruction de tout ce qui leur est cher. Le drame, c'est que la découverte de Silas Pemberton, bien qu'historiquement importante, n'aurait guère porté préjudice à la réputation contemporaine de la famille Whitmore. La corruption médiévale ne choque guère les érudits modernes. Alors leurs mesures désespérées étaient finalement inutiles? C'est pire qu'inutile, Watson. Ils ont transformé une anecdote historique mineure en une affaire criminelle majeure qui garantira que leur histoire restera dans les mémoires, pour de mauvaises raisons. Le reste du voyage se déroula sans incident, et nous arrivâmes à King's Cross, alors que le brouillard du soir commençait à se dissiper sur Londres. Les paysages et les sons familiers de la capitale nous semblaient particulièrement accueillants après nos aventures dans les contrées les plus sauvages du Yorkshire, tandis que notre fiacre nous emmenait à travers les rues éclairées au gaz en direction de Baker Street. Holmes semblait inhabituellement pensif. « Watson, demanda-t-il soudain, que pensez-vous du rôle de la science moderne dans cette affaire ?» J'ai réfléchi attentivement à sa question. Le traitement chimique des vitres était ingénieux, ai-je répondu. Il créait une illusion convaincante de phénomènes surnaturels. En effet, mais plus encore, il représente le croisement entre savoir ancien et technique moderne. La famille de Madame Whitmore avait préservé non seulement le secret de la trahison de frère Aldrich, mais aussi des fragments du savoir celtique originel que le moine avait tenté de supprimer. Les formules chimiques qu'elle utilisait étaient presque certainement issues d'anciennes pratiques métallurgiques. Tu penses que les Celtes comprenaient une telle chimie? Dans une certaine mesure, certainement. Leurs compétences en métallurgie étaient très avancées, et ils comprenaient les propriétés de divers composés minéraux bien mieux qu'on ne le pense. Madame Whitmore a combiné ses connaissances ancestrales avec la théorie chimique moderne pour créer sa supercherie surnaturelle. Lorsque nous atteignîmes notre logement habituel au 221B Baker Street, le brouillard s'était considérablement épaissi, étouffant les bruits de la ville et créant cette atmosphère particulière d'isolement propre au brouillard londonien. Madame Hudson accueillit notre retour avec un soulagement évident et la bonne nouvelle qu'un important feu brûlait déjà dans notre salon. « Eh bien, Watson, » dit Holmes tandis que nous nous installions dans nos confortables fauteuils avec du cognac et du tabac, « une autre affaire est conclue, mais peut-être pas de la manière que nous avions initialement prévue. En effet, ai-je acquiescé en regardant les flammes danser dans la cheminée, mais j'avoue que je serais heureux d'éviter les messages mystérieux sur le verre pendant un certain temps. » Holmes rit à cette pensée. « Mon cher ami, dans notre profession, on ne sait jamais quelle forme prendra le prochain roman policier, mais je pense que nous pouvons sans risque supposer que l'homme qui écrivait sous la pluie a finalement été réduit au silence. » Chapitre 7. La vérité révélée. 3 mois après notre retour du Yorkshire, j'ai eu la surprise de recevoir une lettre portant l'écriture caractéristique de Charles Pemberton. Son contenu s'est avéré à la fois gratifiant
et révélateur, offrant une conclusion satisfaisante à l'étrange affaire de Ravenscroft Hall. J'ai trouvé Holmes dans son coin chimie, penché sur une série de tubes à essai, bouillonnant de composés suspects. L'odeur âcre et familière qui imprégnait cette partie de notre salon était devenue particulièrement intense, suggérant qu'il était plongé dans une expérience complexe. « Holmes, annonçai-je, nous avons reçu des nouvelles du Yorkshire qui, je pense, vous intéresseront beaucoup. » Mon ami leva les yeux de son appareil avec une expression légèrement irritée, signe que je l'avais interrompu à un moment crucial. Cependant, lorsque je mentionnai le Yorkshire, son regard gris s'éclaira immédiatement. « Ah, l'affaire Pemberton. Veuillez me lire la lettre, Watson. J'avoue que je suis curieux de connaître l'issue finale de notre conspiration médiévale. » Je me suis installé dans mon fauteuil et j'ai déplié la lettre qui s'est avérée longue de plusieurs pages et écrite dans l'écriture juridique soignée de Charles Pemberton. « Mon cher Dr. Watson, commençai-je, j'espère que cette lettre vous trouve, ainsi que M. Holmes, en excellente santé. Je vous écris pour vous informer de plusieurs événements survenus depuis votre départ de Ravenscroft Hall qui apportent une conclusion des plus satisfaisantes aux événements tragiques entourant la mort de mon oncle. Tout d'abord, je suis heureux d'annoncer que le professeur Aldrich a terminé son analyse scientifique des documents médiévaux découverts dans l'ancien cercle de pierre. Ses conclusions, récemment publiées dans le Journal of Medieval History, ont véritablement révolutionné notre compréhension des relations celto-chrétiennes dans la Grande-Bretagne post-conquête. La confession du frère Aldrich a été authentifiée par des experts d'Oxford et de Cambridge et est désormais reconnue comme l'une des découvertes historiques les plus importantes du siècle. Loin d'être une source de honte, cette révélation a considérablement honoré les familles Pemberton et Aldrich. Le professeur Aldrich en particulier a été félicité pour son rôle, qui a permis que les documents soient portés à l'attention des chercheurs malgré les tentatives criminelles de les étouffer. Holmes hocha la tête avec satisfaction. « Une sorte de justice, observa-t-il. Continuez, Watson. » Les poursuites judiciaires contre Madame Whitmore et son cousin Marcus sont terminées, ai-je poursuivi. Madame Whitmore, compte tenu de son âge et des circonstances atténuantes liées à sa loyauté familiale, a été condamnée à 5 ans de prison. Marcus Whitmore, en tant qu'auteur du meurtre de mon oncle, a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Tous deux ont exprimé de sincères remords pour leurs actes. Le plus important est peut-être que le procès a révélé l'étendue de la tutelle séculaire de la famille Whitmore sur le secret de frère Aldrich. Les preuves présentées au tribunal ont démontré qu'ils avaient préservé non seulement des documents, mais aussi une remarquable collection d'objets et de manuscrits celtiques que le moine médiéval avait dissimulés. Ces objets ont été donnés au British Museum, où ils constituent l'une des plus importantes collections de documents britanniques pré-romains encore existantes. « Fascinant », murmura Holmes. Ainsi la honte de la famille s'est transformée en triomphe académique. Et Ravenscroft Hall lui-même, j'ai continué à lire. Quant à la salle, j'ai décidé de faire don de la propriété à l'université de Cambridge pour qu'elle en fasse un centre de recherche spécialisé dans les études médiévales et celtiques. Le professeur Aldrich en sera le premier directeur, et le bâtiment sera rebaptisé Institut Silas Pemberton de recherche historique. Il semble logique que la découverte de l'oncle Silas conduise à la création d'un établissement permanent dédié au type de recherche qu'il poursuivait avec tant de passion. Les mystérieux messages sur les fenêtres du bureau ont bien sûr cessé immédiatement après l'arrestation de Madame Whitmore. Les vitres médiévales ont été soigneusement conservées au sein de la collection de l'Institut, et les chercheurs ont manifesté un intérêt considérable pour les techniques chimiques utilisées pour créer l'illusion d'une écriture surnaturelle. J'ai pensé que vous seriez également intéressé d'apprendre que nous avons enfin résolu le mystère de la légende de l'esprit gardien qui troublait tant la population locale. L'enquête sur les documents de la famille Whitmore a révélé qu'ils avaient délibérément entretenu ces croyances surnaturelles pendant des générations, les utilisant comme une forme de protection pour les sites antiques qu'ils gardaient secrètement. Les avertissements mystérieux qui auraient frappé ceux qui perturbèrent les monuments celtiques était en réalité le résultat de campagnes d'intimidation soigneusement planifiées, menées par divers membres de la famille au fil des siècles.
Holmes se renversa dans son fauteuil, visiblement amusé. Notre gardien surnaturel n'était donc rien d'autre qu'une entreprise familiale complexe s'étendant sur 800 ans. Une persévérance remarquable, il faut l'admettre. Il y a une dernière information qui, je pense, intéressera particulièrement M. Holmes, poursuivis-je. Lors de la rénovation de la salle pour sa nouvelle destination, des ouvriers ont découvert une chambre secrète sous le sol du bureau. Cette chambre contenait ce qu'on peut qualifier de véritable laboratoire alchimique, avec des notes détaillées sur les procédés chimiques utilisés pour créer les messages des fenêtres. La sophistication de l'équipement suggère que la famille Whitmore perfectionnait ces techniques de tromperie depuis des générations. Parmi les documents découverts dans ce laboratoire secret se trouvait un journal tenu par le père de Madame Whitmore, témoignant de l'inquiétude croissante de la famille face aux découvertes archéologiques dans la région. Il semble qu'il surveillait l'activité scientifique dans les Landes depuis des décennies, intervenant dès que quelqu'un s'approchait de trop près des secrets enfouis de frère Aldrich. La revue révèle également que l'oncle Silas n'était pas le premier chercheur à découvrir des traces de la conspiration médiévale. 2 chercheurs précédents avaient fait des découvertes similaires dans les années 1860 et 1880, mais tous 2 ont abandonné leurs travaux après avoir été témoins des avertissements surnaturels, dont nous savons aujourd'hui qu'ils avaient été artificiellement créés par la famille Whitmore. « Très éclairant », observa Holmes. « Une campagne systématique d'intimidation des universitaires s'étalant sur plusieurs décennies. On peut presque admirer la rigueur de leur approche. J'ai lu les derniers paragraphes de la lettre. Je ne peux conclure sans exprimer ma profonde gratitude à vous et à M. Holmes pour votre brillante résolution de cette affaire. Sans votre intervention, les meurtriers de l'oncle Silas auraient échappé à la justice, et l'une des découvertes historiques les plus importantes de notre époque serait restée enfouie sous le sol du Yorkshire. L'ouverture du nouvel institut est prévue pour le printemps, et vous et M. Holmes serez les bienvenus en tant qu'invités d'honneur à la cérémonie d'inauguration. Je suis convaincu que l'oncle Silas aurait été ravi d'apprendre que sa découverte finale avait conduit à des résultats aussi positifs. Avec mes plus chaleureuses salutations et ma gratitude éternelle, je reste votre très obéissant serviteur, Charles Pemberton. Je repliai la lettre et levai les yeux pour trouver Holmes fixant le feu d'un air pensif. « Eh bien, mon cher ami, dis-je, que pensez-vous de ce dernier chapitre de notre aventure dans le Yorkshire ? » « Je trouve cela très satisfaisant, Watson. Justice a été rendue, la vérité a prévalu sur la tromperie, et l'érudition a triomphé de la superstition. Difficile de rêver d'une résolution plus complète. Et pourtant, observai-je, il reste quelque chose de presque tragique dans la longue garde par la famille Whitmore du secret de son ancêtre. 8 siècles de loyauté envers la honte d'un moine disparu. Holmes hocha lentement la tête. En effet. Mais c'est peut-être là la leçon la plus importante de toute cette affaire. Les secrets, aussi soigneusement gardés soient-ils, ont tendance à exiger d'être révélés. La vérité que frère Aldrich a tenté d'enfouir au XIIe siècle était destinée à éclater un jour. Les efforts de la famille Whitmore pour la dissimuler n'ont fait que retarder l'inévitable, tout en corrompant les générations successives par la culpabilité et la tromperie. Pensez-vous que Madame Whitmore croyait vraiment qu'elle protégeait l'honneur de sa famille ? Je crois qu'elle protégeait la seule identité que sa famille ait jamais connue. Pendant 800 ans, ils s'étaient définis comme les gardiens d'un secret honteux. Face à la révélation, ils ne savaient littéralement pas comment exister sans ce fardeau de savoir caché. Holmes se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la rue enveloppée de brouillard en contrebas. « Il y a une certaine justice poétique dans le dénouement final, » poursuivit-il. « Le secret que la famille Whitmore a si jalousement gardé lui a certes valu la célébrité, mais comme gardienne d'un savoir historique inestimable plutôt que comme gardienne d'une corruption médiévale. Et les techniques chimiques qu'ils ont développées ? Elles seront sans aucun doute étudiées et peut-être même affinées par de futurs chercheurs. Les méthodes de Madame Whitmore étaient rudimentaires, mais efficaces. Entre les mains de scientifiques compétents,
De telles techniques pourraient trouver des applications légitimes dans des domaines allant de l'archéologie aux enquêtes criminelles. J'ai rejoint Holmes à la fenêtre, observant la circulation nocturne sillonner les rues dangereuses. Il me semble, ai-je dit, que cette affaire illustre parfaitement vos observations fréquentes sur l'extraordinaire qui se cache dans l'ordinaire. Comment ça, Watson? Les messages surnaturels qui ont tant effrayé la population locale ont été créés grâce à des procédés chimiques parfaitement naturels. L'ancien mystère celtique était en réalité un scandale chrétien médiéval, et le gardien fantomatique protégeant les sites sacrés n'était rien d'autre qu'une famille humaine se livrant à une tromperie très concrète. Holmes sourit avec une satisfaction évidente. Exactement. Le véritable mystère de cette affaire ne résidait pas dans la méthode par laquelle les messages apparaissaient sur le verre, mais dans la psychologie qui a poussé toute une famille à maintenir une mascarade aussi élaborée pendant tant de siècles. La motivation humaine, Watson, reste bien plus complexe et imprévisible que n'importe quelle réaction chimique. Comme interpellée par notre discussion, Madame Hudson arriva avec le courrier du soir, contenant une autre lettre qui attira immédiatement l'attention de Holmes. L'enveloppe portait le sceau officiel du British Museum. « Ah !» dit-il en l'ouvrant rapidement. « Des nouvelles de Mycroft concernant la tablette celtique volée. » Il parcourut rapidement le contenu, puis me tendit la lettre avec un amusement évident. « Il semble que notre affaire ait eu une dernière conséquence inattendue. » La lettre signée par le directeur du musée nous informait que la tablette celtique retrouvée contenait non seulement les anciennes prophéties que frère Aldrich avait tenté de supprimer, mais aussi des formules métallurgiques détaillées témoignant d'une compréhension approfondie des processus chimiques. Les experts du musée pensaient que ces formules pourraient représenter certaines des plus anciennes connaissances scientifiques préservées en Grande-Bretagne. Ainsi, observai-je, les anciens Celtes étaient en effet plus avancés dans leur compréhension de la chimie qu'on ne le croyait auparavant. Il semblerait que oui, et la famille de Madame Whitmore, en préservant les documents cachés de frère Aldrich, avait, sans le savoir, maintenu un lien direct avec ce savoir ancestral. Les techniques chimiques qu'ils utilisaient pour créer leur tromperie surnaturelle étaient en réalité issues de traditions scientifiques celtiques antérieures à la conquête romaine. L'ironie est frappante, dis-je. En tentant de dissimuler la trahison de leur ancêtre médiéval envers la culture celtique, ils préservaient en réalité les plus grandes réalisations intellectuelles de cette culture. Holmes retourna à sa chaise et attrapa sa pipe, signe évident qu'il considérait l'affaire comme définitivement résolue. « Watson, » dit-il en appliquant une allumette sur le tabac, « je crois que nous avons assisté à l'un de ces rares cas où la justice, la vérité et l'érudition historique ont été servies par une seule enquête. L'homme qui écrivait sous la pluie nous a non seulement livré une énigme fascinante, mais aussi une véritable contribution à la connaissance humaine. » Les flammes dansaient dans la cheminée tandis que Holmes parlait, projetant des ombres dansantes sur les murs de notre salon familier. Dehors, le brouillard continuait de tourbillonner dans les rues éclairées au gaz de Londres. Mais dans notre confortable logement, tout n'était que chaleur et satisfaction. « Une dernière observation, Holmes, » dis-je en me préparant à me retirer pour la soirée. « Pensez-vous que nous rencontrerons un jour un cas similaire à celui-ci » Mon ami réfléchit attentivement à la question, tirant pensivement sur sa pipe. « Watson, » répondit-il longuement, « d'après mon expérience, chaque cas est unique dans ses particularités tout en restant parfaitement familier dans son essence. La nature humaine nous fait toujours rencontrer l'avidité, la peur, l'amour et la trahison dans des combinaisons infinies. Les formes peuvent changer, les messages surnaturels peuvent laisser place à d'autres tromperies, les secrets de famille peuvent impliquer diverses formes de honte, mais les schémas fondamentaux restent constants. Et c'est ce qui rend votre travail si infiniment fascinant. Cela est le fait de savoir que, quelque part à Londres, en ce moment même, quelqu'un est confronté à un mystère dont la résolution nécessitera notre combinaison particulière d'observation, de déduction et de persévérance. Le jeu, comme je l'ai souvent observé, est toujours actif. En montant l'escalier menant à ma chambre ce soir-là,
Je repensai à l'étrange voyage qui nous avait mené des messages surnaturels de Ravenscroft Hall aux secrets médiévaux enfouis sous le sol du Yorkshire. L'affaire de l'homme qui écrivait sous la pluie s'était avérée être l'une des énigmes les plus complexes de Holmes, mêlant des éléments de chimie, d'histoire, de psychologie et de nature humaine. Mais le plus gratifiant était peut-être de savoir que notre enquête avait non seulement permis de résoudre un crime, mais aussi de préserver et de révéler d'importantes connaissances historiques qui, autrement, auraient pu être perdues à jamais. La vérité que frère Aldrich avait tenté d'enterrer et que ses descendants avaient tuée pour protéger allait désormais prendre sa juste place dans les annales de l'histoire britannique. Finalement, les messages de l'écrivain de la pluie furent réduits au silence, mais les vérités plus profondes qu'ils avaient révélées par inadvertance perdureraient pour les générations à venir. Justice, comme Holmes l'avait observé, avait bel et bien été rendue, quoique d'une manière qu'aucun d'entre nous n'aurait pu anticiper lorsque nous avons vu ces mots mystérieux se former sur la vitre médiévale de Ravenscroft Hall. Le brouillard se pressait contre la fenêtre de ma chambre, tandis que je m'endormais, mais je ne ressentais aucune inquiétude quant aux manifestations surnaturelles. Grâce aux brillantes déductions et à l'enquête inlassable de Holmes, le mystère de l'homme qui écrivait sous la pluie avait été résolu une fois pour toutes, et la vérité enfin révélée après 8 siècles de dissimulation. La fin